L'Empire romain est parti du Latium, quelques peuplades d'Italie, et a fini par conquérir tout le bassin méditerranéen et bien au-delà. Et lorsque cet empire a été constitué, eh bien, pendant 300 ans, les empereurs ont écrasé les révoltes et ont diffusé la civilisation romaine à travers tout ce qu'ils avaient conquis. Eh bien, nous n'avons pas eu Ils avaient le sentiment de leur légitimité. Ils avaient devant eux des peuplades barbares et leur imposaient une civilisation. Et je pense que si nous voyons ça avec un certain détachement, si nous ne faisons pas faisons pas trop de sentiments en ce qui concerne le folklore germanique, celtique, hispanique qui a pu être détruit par la civilisation romaine, nous pouvons considérer que si à l'heure actuelle, la civilisation dont nous sommes est due à cette emprise que nous a imposée par les armes l'Empire romain pendant 300 ans. Eh bien, le drame de l'Occident, c'est que nous avons eu mauvaise conscience très rapidement, qu'on a su, il n'y avait pas à cette époque-là les doctrines subversives, il n'y avait pas des empires adversaires de l'Empire romain qui étaient capables de mettre dans le cœur des citoyens romains qu'au fond ils étaient d'abominables colonialistes. Quand nous avons fait la conquête de l'Algérie, il existait entre 300 et 500 000 Arabes. En 1900, 100 ans après, ils étaient déjà 15 millions, et même plus. Si on avait dû leur donner les mêmes droits, c'est-à-dire au point de vue sociaux que les Français, ils étaient en droit d'attendre ces droits-là. Hein. Nous aurions eu, en l'espace de 10 ans, une population de 50 millions d'habitants. Pourquoi? Parce qu'il existait chez eux ce qui n'existe pas chez nous, la polygamie. Dès l'instant que vous leur donniez de l'argent, au fur et à mesure que leur famille s'agrandissait, vous les incitiez, et ça c'est la vérité, à prendre de nouvelles femmes, sans compter les concubines. Ce qui fait qu'on aboutissait à cette chose qui était impensable, que vous auriez eu à l'Assemblée nationale 400 députés musulmans, et que vous pouviez très bien avoir un président de la République qui soit musulman, et un REM à la place de l'Élysée. Donc j'ai été élu parlementaire européen, j'ai rencontré des journalistes français et un monsieur assez âgé, journaliste, s'est adressé à moi à la buvette du Parlement. On me dit: alors monsieur Azem, que pensez-vous des événements d'Algérie? Je dis: les événements d'Algérie, en dehors de l'intégration totale de nos populations avec le peuple de France, je ne vois pas la solution meilleure. Ce serait une déchirure, comme si on séparait un même corps. C'est une blessure si on se séparait, parce que nous nous complétons. Alors il me dit: monsieur Azem, je vous admire, vous êtes courageux, je vous connais, mais sachez, et il a levé son index, sachez que jamais, jamais l'Algérie ne sera intégrée à la France. J'ai dit: mais pourquoi? Il m'a dit: je vais vous le dire si vous voulez. Combien de députés êtes-vous maintenant à l'Assemblée nationale? J'ai dit: nous sommes 71 avec le Sahara, parce qu'à l'époque le Sahara était séparé de l'Algérie. Mais c'était des départements français. Oui. Puisque les dernières années, il existait 13 départements. Plus le Sahara. Plus les territoires du Sud. 71. Et alors il ricane un peu, il me dit: 71. 71, on a peur de vous. Vous savez combien de députés seriez-vous si l'Algérie était intégrée? J'ai dit: non. 150 députés, monsieur. Eh bien, les partis politiques de France ne le veulent pas. Ils n'admettront jamais l'intégration. Ce sont les partis politiques qui ne veulent pas. Des communistes à l'UNR. Il n'y a aucun qui veut l'intégration de l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie serait représentative, et qui sait, peut-être un jour, c'est le Bachaga Boualem qui serait président de la République. Mais j'ai dit: si c'est un super Français, même avec un turban, c'est un honneur. On me dit: pour vous, mais pour eux, non.
aux musulmans, ils sont soumis à un statut personnel dérivé du Coran. Statut fait par des hommes pour des hommes. Alors que le divorce n'existe pas encore en France au XIXe siècle, ils bénéficient, eux, d'un droit de répudiation. Il suffit de dire par 3 fois à son épouse « je te répudie » pour que l'épouse reprenne le chemin paternel. Je ne dis pas que ça arrive dans tout le temps et souvent, mais enfin c'est parfois très commode. La polygamie est autorisée, tout au moins jusqu'à 4 épouses, légitimes. Les droits successoraux du mâle sont le double de celui de la femme. Voilà le statut personnel que la France a trouvé en arrivant en Algérie et dont elle a continué à faire bénéficier les musulmans tant qu'ils l'ont voulu. En 1871, Crémieux, ministre du gouvernement provisoire, décrète que les Israélites seront citoyens français, mais que par là même, ils abandonneront leur statut personnel et se soumettront au Code civil français. Les Israélites volins-nolins se sont intégrés à la population européenne et ont pu accéder aux plus hautes fonctions de l'État depuis 1871. Ce qu'on a fait par force sur les Israélites, les musulmans en bénéficient. Un décret déclare que tout musulman, pour devenir citoyen français, et c'est-à-dire évidemment avec les obligations du Code civil, n'aura qu'à faire une demande à la mairie. Même pas une demande, une déclaration en mairie. Et je pose 2 questions. Combien y a-t-il de musulmans qui ont demandé à se soumettre aux obligations du Code civil français? Et je demande encore, combien y aurait-il de Français qui eussent accepté qu'un président de cour d'appel, nanti dans sa maison de 2 épouses, puisse condamner un citoyen français pour bigamie? Voilà les 2 questions que je pose. Quand je suis rentré en France, immédiatement, j'ai fait ma demande d'accession à la citoyenneté française. C'est-à-dire pour renoncer personnellement à mon statut personnel. Chose que j'ai faite. J'ai fait ma demande pour les droits de citoyen auprès du procureur de la République de Tizi Ouzou. Et cela a été fait dans une période de 2 ans. Ça a mis 2 ans pour que mon dossier passe au tribunal civil Tizi Ouzou. C'était donc possible de renoncer à ce statut particulier? Oui, mais c'était mal considéré par nos compatriotes. Parce que c'est renoncer à son histoire, c'est renoncer soi-disant à ses devoirs de musulman. Mais à cette époque-là, je considérais la liberté au-dessus de tout. Parce que la plus grave sanction qu'on peut infliger à quelqu'un, c'est de ne pas l'autoriser à circuler où il voudrait aller. Or, je voudrais venir en France. C'est vrai qu'il y avait là, côte à côte, 2 communautés très différentes. Mais il n'y avait, je n'ai jamais vu, moi j'ai toujours connu, je n'ai jamais vu de mouvement. Le racisme, je ne sais pas si ça existait. Je n'ai jamais vu, ça n'existait pas. Mon meilleur copain de classe, quand j'étais interne potache à Domal, invité chez lui, c'était mon copain Elamouchi. J'ai appris
plus tard, quelques années plus tard, qu'il était dans une wilaya lieutenant FLN. Ce que je trouvais d'ailleurs totalement normal, parce que j'aurais été musulman. Je ne veux pas critiquer les harkis, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je veux dire. Hein. Je pense que le problème est trop complexe pour en débattre comme ça et trancher. Mais je veux dire que moi, et quelques autres, avec mon tempérament, j'aurais été musulman, je me serais appelé Ali Bouassida, j'aurais été Félouz, viré content, sûr, j'aurais pris le maquis. فضل وحش عليا زاد الوحش عليا أنا يابا راني غريب لا من سدى عليا فضل وحش عليا وزار نبكي في الليل النهار ودموعي تسلك المطار عالخدي مدرية عقلي بهواه راح وطار ما ولا شيلي يا راني غريب لا من سلا عليا. Il y avait entre les Arabes et les Juifs une fraternité enviable. On ne peut pas dire qu'il y ait eu le moindre accroc entre la population juive de Biskra et la population arabe. Nous vivions tous les uns et les autres comme de véritables amis. Et c'est vrai, je peux vous donner 150 noms de personnes amies que je fréquentais au même degré que mon frère, par exemple. Et vraiment, chez nous, enfin, pour moi, cette guerre d'Algérie n'a pratiquement pas existé parce que les gens de Biskra, qu'ils soient arabes, juifs ou chrétiens, nous étions tous en frères, nous vivions. Moi, je suis piélois, mais j'aime les Arabes. Je suis juif et j'aime les Arabes. Alors, je suis pour cette réconciliation, que ces choses... Je sais bien que c'est un petit peu simpliste et réducteur, mais pour que ça s'arrange, puisqu'on a vécu ensemble. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les Juifs et les Arabes ont toujours été ensemble. Depuis le départ de la Palestine jusqu'en Espagne, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que beaucoup de Juifs sont partis avec les Turcs et les Arabes lorsqu'ils ont occupé tout l'Orient, jusqu'en Espagne, jusqu'à Poitiers. Il y avait beaucoup de Juifs avec eux, qui étaient des trésoriers, qui étaient dans la technique, qui étaient dans tout ça, dans les écritures, dans les chants, dans tout cela. Beaucoup de Juifs. Et nous avons toujours été ensemble. Arabes et Juifs, nous avons toujours été ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous sommes des frères, si vous venez qu'à voir. Nous sommes des frères descendants directement d'Abraham. Nous sommes frères. D'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, on se recherche. Si à un certain temps, je ne vois pas quelques musulmans qui viennent me voir, c'est moi qui vais les voir. Et quand ils montent de Constantine, ils viennent me voir aussi. Et j'ai un plaisir énorme de les sentir auprès de moi. C'est la vérité, je n'invente pas, ce n'est pas pour rehausser mon prestige ou quoi que ce soit. Moi, je les aime beaucoup et je suis certain d'être aimé par eux aussi. Pour moi, Gaston Guénassian n'a pas changé malgré tout ce qui est arrivé. Et je suis né à Constantine, d'une famille de musiciens, parce que mon père est un grand violoniste de musique algérienne, enfin, on peut le dire maintenant, folklorique algérienne. Puis j'ai eu la chance d'avoir un chef d'orchestre qui allait être par la suite mon beau-père, et qui a été le plus grand maître de la musique orientale et du folklorique algérienne. Et j'ai eu la chance de jouer à l'âge de 15 ans dans son orchestre, et puis d'avoir été initié
grâce à mon beau-père, quoi. Je l'appelle tonton Raymond d'une façon encore très tendre et très affectueuse, et je lui dois tout ce que je suis devenu par la suite. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai découvert l'Algérie en 1943 en sortant des tôles espagnoles, où j'avais d'ailleurs passé 9 mois, le temps d'une gestation. Je suis d'abord passé par le Maroc et je suis arrivé en Algérie. On m'a affecté à Mostaganem. Ça s'appelait le bataillon du Niger. C'était un bataillon de Sénégalais. Et je me rappelle surtout deux choses. D'abord, les grenades. J'avais une espèce de folie, vous savez, de fruits. Et j'ai découvert les grenades et vraiment, je passais mon temps à aller au marché de Mostaganem, acheter des fruits et surtout des grenades. Deuxième chose qui m'a frappé, c'était en allant à l'exercice avec mes braves noirs, mes braves tirailleurs, ils chantaient une mélopée étrange. Et je ne comprenais pas ce que c'était, mais ils chantaient cette mélopée. C'était un bataillon gaulliste qui portait la croix de Lorraine. Au bout d'1 mois, j'ai compris ce que c'était la mélopée. C'était « Achachal, voilà lui ». Maréchal, nous voilà, dans un bataillon gaulliste. Vous voyez à peu près ce que ça donnait. Déjà, j'ai compris qu'il y avait des tas de choses qui étaient complexes. Lors de l'armistice, à la fin de juin, le 25 juin 1940, les Pieds Noirs ont été très surpris que le gouvernement français ne vint point s'installer en Algérie. Ça leur paraissait tout à fait naturel. Par conséquent, ils étaient tout disposés à l'idée de la résistance. Et l'appel du 18 juin avait trouvé un écho en eux très profond et très sincère. Ils comprenaient très bien. Et puis il y a eu Merz el-Kébir. Vous savez que le 3 juillet, la flotte anglaise s'est présentée après un ultimatum lancé par l'amiral Cunningham à l'amiral Jean Soult, ultimatum refusé, et le bombardement de notre flotte qui était derrière la pointe de Santa Cruz, dans l'impossibilité absolue de répondre. On les a piégés au gîte, et il y a eu 3000 marins tués, et le lendemain, il y a eu un mitraillage par les Anglais. Alors moi, j'appartiens à la génération qui a été élevée dans l'esprit de l'entente cordiale. J'avais pour l'Angleterre un sentiment, comme beaucoup d'ailleurs des jeunes de ma génération, je suis né en 1916, un sentiment pro-anglais. C'était en plus nos alliés. Au 3e cuirassier, j'avais combattu du côté d'Abbeville en liaison avec les troupes anglaises. Par conséquent, je n'avais aucun préjugé anti-anglais. Et j'étais à l'époque en Dordogne et j'envisageais de passer en Angleterre. Lorsque j'ai appris Merz el-Kébir, immédiatement j'ai arrêté. Je ne pouvais pas penser qu'une chose pareille pût arriver. C'est en 1943, lors de l'arrivée à Alger du général de Gaulle, et 2 ou 3 mois après, que le doute a commencé à s'insinuer dans l'esprit de ces populations. Pourquoi? C'est parce que l'Algérie n'avait jamais subi la moindre occupation par l'armée allemande, et que le général de Gaulle, ayant réintégré les communistes dans la nation, ayant annulé la dissolution du Parti communiste algérien, a commencé par mettre en résidence surveillée, voire en prison, ceux qui étaient les fils et les petits-fils des bâtisseurs de l'Algérie française. Et à les mettre en résidence surveillée dans des endroits les plus divers, comme Michelet, comme Maillot, et ils se promenaient sur les places sous l'œil stupéfait des musulmans. Le 8 mai 1945, le jour de l'armistice, un cortège se forme à Sétif
avec des pancartes, conduit par des militants nationalistes du mouvement de Messali, le MTLD, le mouvement du triomphe des libertés démocratiques. Il y a des heurts. Dans des conditions extrêmement confuses, la police tire pour se dégager. Et dans les heures qui suivent, il y a un mouvement de révolte. Autour de Sétif, à Guelma, en 4 ou 5 points du Constantinois. Et très vite, la révolte se transforme en massacre d'Européens. Et d'ailleurs de musulmans également, puisque on a évolué à, je crois, 103, le nombre des victimes des émeutiers, je n'ose pas dire nationalistes, car on ne parlait pas encore de nationalisme, mais disons de révoltés arabes. Sur les 103, il y avait 70 Européens, les autres étaient des musulmans. Et il s'agit d'un véritable massacre qui est conduit dans des conditions de sauvagerie insoutenables. Les hommes sont mutilés, les femmes ont les seins coupés. Il y a des réactions très vives, très dures, d'abord des services de police et ensuite de l'armée. Ensuite de l'armée qui intervient aussi bien par les forces à terre que par les bombardements par avion et aussi un croiseur qui se trouvait à proximité. La rébellion de Sétif, Guelma, vient après la guerre, c'est-à-dire au moment de la victoire. Elle vient d'un pays, l'Algérie, qui a été entièrement fidèle à la France et qui avait constitué l'essentiel de notre corps de bataille, petit corps de bataille de l'époque, car j'ai fait toute cette guerre comme lieutenant, chef de section et commandant de compagnie de tirailleurs algériens au 3e tirailleur algérien de Beaune. Et par conséquent, il n'y a jamais eu, pendant toute cette période-là, la moindre friction, la moindre opposition avec les Algériens et les Français de souche, d'origine française. Or, en 1945, il y a une rébellion. À l'époque, le gouvernement français, c'est le régime gaulo-communiste. Et le général de Gaulle et les communistes ont résolu le problème de la rébellion de Constantine d'une façon atroce. Atroce parce que cette rébellion a été matée dans des conditions extrêmement dures qu'on n'avait guère revues, je crois, depuis Assurbanipal. Transmettez au PC. Sommes tombés dans une embuscade à 384, 735. Un GMC hors d'usage. Blessé à évacuer. Rebelle décroche vers le nord. Je repars. En somme, le FLN au début, qui s'appelait le CRUA, n'est-ce pas, le Comité révolutionnaire d'unité d'action, poussé, financé et armé par Nasser, en Égypte, était une dissidence du MTLD, du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, dont le chef était Messali Hadj. Alors celui-ci était en résidence surveillée en France, il avait autour de lui un certain nombre de fidèles, mais tous les gens importants, et notamment les activistes du type de Ben Bella, etc., l'avaient lâché. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le massacre de Melouza, n'est-ce pas, vous vous rappelez, ce village arabe qui a été complètement exterminé, n'est-ce pas, plusieurs centaines d'hommes ont été tués au couteau et à la hache en une nuit par le FLN, tous des Arabes. Et pourquoi? Parce que c'était un village qui était resté fidèle à Messali Hadj. Et lorsque l'armée française est partie en 1962, il y a eu des massacres de harkis, comme vous savez, plus de 100 000 qui ont été tués avec leurs familles sans que personne ne dise rien. Et il y a eu aussi des massacres de messalistes. Règlement de compte. J'ai connu Messali directement et indirectement avant 1954, c'est-à-dire avant ce qu'on appelle les événements.
il était partisan de l'indépendance de l'Algérie, mais une Algérie qui aurait gardé des liens privilégiés avec la France. Et il était devenu, avec les événements, beaucoup plus réformiste que partisan des solutions de violence. C'est la raison pour laquelle, en 1954, un certain nombre de ses partisans, dont Ben Bella, ont préféré ce qu'ils appelaient l'action directe, ont créé l'OS et ont choisi le chemin de la violence, de la guerre. Je crois d'ailleurs que Messali, l'histoire lui donnera raison au moins sur le plan historique, avait compris que l'avenir d'Algérie était peut-être l'indépendance, mais qu'un siècle de lien avec la France méritait, et qu'elle reste dans une situation d'amitié et d'association. C'est moi qui ai fait libérer Messali de Lombez. Il est venu passer sa première nuit dans mon appartement à Sétif. Nous avons parlé longuement. Il est venu exposer sa thèse devant une commission qui avait été créée à cette époque par le gouverneur général Pirouton sur les réformes des indigènes. Ils l'ont mis ensuite en résidence à Bougari, je suis allé le voir. Ils l'ont déplacé ensuite à Aflou, c'est-à-dire à Chedlala, je suis allé le voir. Voyez-vous, Messali était un illettré. Bon. Mais un illettré qui avait la foi et qui avait vécu longtemps en France et qui, pendant un certain temps, avait appartenu au Parti communiste français. Il avait une conception juste des analyses de la colonisation. Alors, je vous déclare ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Abbas, je suis d'accord avec toi, demande ce que tu demandes. Demande une république algérienne en fédération avec la France. Je ne suis pas contre les étapes, contrairement à ce qu'on veut dire. Seulement voilà, contrairement à toi, je crois que la France ne te donnera rien. Parce que la France n'a pas les mains libres. Elle est prisonnière de la grosse colonisation, et la grosse colonisation partira plutôt que de changer la situation des indigènes. Il avait raison. Il avait raison. Mais je connaissais Ferhat Abbas depuis la guerre, puisque nous étions à Alger avec le gouvernement provisoire quand il a lancé le fameux manifeste, n'est-ce pas, et qu'il a créé l'UDMA, n'est-ce pas, l'Union des Amis du Manifeste. Et puis je l'ai vu souvent à Alger, il venait me voir au Palais d'été, nous discutions. Et je me souviens qu'il m'avait beaucoup frappé en me disant « Vous voulez supprimer les deux collèges et faire le collège unique ?» Eh bien, c'est pas la peine. Il n'y a pas de raison de bousculer les choses, étant donné qu'on peut entrer, étant musulman, on peut entrer dans le premier collège, à condition d'avoir le bachot, ou un permis de chasse, ou je ne sais quoi. Eh bien, dans 10 ans, nous serons tous au premier collège, par conséquent, inutile de vous précipiter. Il était très modéré à cette époque-là. Et puis s'est produit le phénomène auquel je faisais allusion tout à l'heure, le massacre d'août 1955, dont la première victime a été son neveu, Abbas al-Laoua, qui était pharmacien à Constantine et qui a été le premier assassiné par le FLN. Alors c'est là que notre mentalité et celle de certains, tout au moins musulmans, diffèrent. Ça a brisé la résistance de Ferhat Abbas, et dès lors il a commencé à collaborer avec le FLN qui avait assassiné son neveu. Baise la main que tu ne peux pas trancher, c'est un proverbe arabe. J'ai été meurtri. Mais voyez-vous, j'étais d'un certain âge. Et je connaissais le problème algérien. J'avais suffisamment donné de moi-même pour le règlement de ce problème, le règlement pacifique, pour m'arrêter à un deuil personnel. Ce neveu qui a été assassiné a été élevé par ma mère parce qu'il a perdu sa mère jeune. Alors nous le considérions comme un frère. C'est vous dire combien ça m'avait frappé. Mais l'enjeu
dépasser le cadre d'un deuil personnel. Puis vers la fin de mon séjour, de ma mission, j'ai eu déjà quelques rapports sur les complaisances qu'il avait en fournissant des médicaments. N'oubliez pas qu'il était pharmacien, n'est-ce pas? Qu'il est redevenu d'ailleurs par la suite. Et j'ai su, alors étant parti, puisque ça s'est passé au temps de Lacoste, qu'il avait filé au Caire, n'est-ce pas, pour devenir une caution du FLN. Je reprendrai les propos de M. Ferhat Abbas en disant « Je ne vois pas de nation algérienne dans tous les cimetières sur lesquels mes regards se portent. J'y vois des Kabyles, des Mozabites, des Berbères, des Chambas, des Chaoulias, des Targhis. Mais la nation, où est-elle ? » Le 1er novembre 1954, je suis à Alger. Je suis attaché à l'époque à l'Écho d'Alger. Je suis reporter à l'Écho d'Alger. Et mes souvenirs sont assez précis. Je me souviens très bien, j'étais chez moi, du côté du parc de Galan. Et vers minuit, le 1er novembre, j'entends une formidable explosion que j'attribue, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi, au gaz. En fait, l'explosion de la nuit à Alger, c'était l'explosion de bombes tout à fait artisanales devant l'immeuble de la radio au boulevard Bru. Mais il y avait eu également des attentats, disaient les dépêches de l'agence France-Presse, dans le Constantinois et en Oranie, sans qu'on sache de façon très précise quel était le degré de gravité qu'ils présentaient. C'est seulement dans la journée qu'on a appris que ces incidents étaient en fait des attaques d'une certaine importance, puisqu'il y avait eu des agressions en Kabylie contre des cars transportant des voyageurs notamment, sans faire trop de dégâts. Il y avait eu l'assassinat d'un automobiliste en Oranie du côté de Cassaigne. L'automobiliste, un jeune garçon extrêmement courageux, avait pu donner l'alerte, ce qui avait permis l'intervention des forces de gendarmerie, et il était mort peu après des suites de ses blessures. Mais surtout, c'est dans le Constantinois que se situaient les incidents les plus graves. En gros, il y avait eu attaque à Batna d'une caserne, avec 2 militaires tués, dont un jeune sous-lieutenant qui faisait son service. On ne disait pas encore du contingent. Il y avait eu attaque à Kenchela, 2 policiers tués, et il y avait eu surtout dans l'Aurès, entre Haris et Batna, attaque d'un car où le caïd Hadj Sadok avait été assassiné, ainsi qu'un jeune instituteur métropolitain, Guy Monroe, qui était là avec sa femme, arrivé depuis très peu de temps de France. Monroe avait été tué et sa femme grièvement blessée. Il y avait un caïd quand même qui a perdu sa vie parce qu'il a voulu protéger un couple d'instituteurs, le couple Monroe. Cela prouve que les autochtones n'étaient pas tous anti-français. Le car avait été attaqué très tôt le matin par une bande d'une vingtaine de félagas qui avait dressé un barrage sur la route. Tous les voyageurs avaient été rangés le long du ravin, et le chef des assaillants s'était adressé tout de suite au caïd en lui disant « De quel côté es-tu » Et le caïd avait répliqué avec beaucoup de dignité, c'était un ancien combattant de l'armée française. Il avait dit « Vous devriez avoir honte, vous savez que je ne partagerai jamais vos points de vue. Vous vous attaquez à des instituteurs français qui n'ont rien à voir avec vos affaires et qui sont venus ici apprendre à lire et à écrire à vos enfants. Laissez-les partir et gardez-moi si vous voulez. » C'est à ce moment-là, d'après les témoignages qui ont pu être recueillis, que le caïd est abattu et qu'on tire sur les 2 instituteurs. Guy Monroe, qui avait 23 ans, perd son sang et meurt.
Sa femme à côté de lui est gravement blessée, elle sera sauvée et elle quittera l'Algérie peu de temps après. D'ailleurs, je dois dire, l'opinion métropolitaine ne s'est guère émue. Elle s'est moins émue qu'aujourd'hui, on ne prétend l'émouvoir pour les massacres qui se produisent ou qui se sont produits au Liban. Peut-être que ça n'intéressait pas autant les médias à cette époque-là, mais moi j'ai vu de mes yeux les résultats, j'ai vu les cadavres mutilés. Ça avait été une chose épouvantable. Mais je n'avais jamais pensé que ça arriverait à des déchirures, ça arriverait à des crimes, à des pleurs, à des égorgements. J'avais pensé simplement que c'est une leçon utile aux Français de France et aux Français d'Algérie, surtout. C'est le moment de rétablir l'égalité pleine et entière pour chacun. Et lorsque les événements nous ont montré que la méthode employée par la rébellion était inadmissible. Premièrement, la dictature. Deuxièmement, des égorgements pour un oui, pour un non. Il y avait des vengeances personnelles qui étaient présentées comme des sous le vocable de traîtrise pour faire assassiner quelqu'un, comme on dit, le chien pour le tuer, il faut dire qu'il est enragé. Alors il y avait beaucoup de dénonciations et beaucoup de victimes innocentes. Nous avons vu l'injustice et nous avons vu que ça allait beaucoup trop loin. Nous avons réagi et nous avons pris position contre la rébellion. Et c'était le moment où on proclamait partout que les musulmans algériens sont comme les Français d'Algérie, les Français de France, sont des citoyens français. L'Algérie est française, chacun aura les mêmes droits que n'importe quel Français de France. Je cite une anecdote. En quittant l'école d'Alger le 1er novembre 1954, je croise un de mes camarades de la faculté de droit d'Alger, maître Kiwan, avec qui j'avais fait une partie de mes études, qui était adjoint au maire du maire libéral d'Alger, Jacques Chevalier. Kiwan était messaliste. Et je lui dis, que penses-tu des événements? Il me répond, quels événements? Et je me suis dit, il est gêné pour me parler des histoires de cette nuit. Et pas du tout, Kiwan n'était pas au courant. Et je me souviens parfaitement de l'expression de son visage qui marquait une grande surprise et une certaine inquiétude. Que s'était-il passé exactement et pourquoi un garçon comme Kiwan, qui était un des leaders messalistes, un des leaders de l'opposition la plus résolue, la plus dure, n'était pas au courant? C'est que le mouvement messaliste était lui-même partagé par des convulsions internes extrêmement graves. Le vieux leader Messali Hadj était extrêmement contesté par un groupe appelé centraliste. Les bagarres et les règlements de compte se succédaient en Algérie, mais plus encore en métropole. Et c'est pour mettre un terme à ces dissensions qu'un groupe, le groupe le plus dur que l'histoire a appelé le CRUA, Comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui était conduit par Ben Bella, Krim, Haït Ahmed, qui devaient devenir par la suite les chefs historiques de la rébellion et que l'on a appelé les fils de la Toussaint, ont décidé d'intervenir par la force, de façon un peu désespérée et de façon très violente, en déclenchant dans l'ensemble de l'Algérie une série d'actions concertées. Du plus loin que mes souvenirs remontent, je me rappelle que le jour de Toussaint était consacré au recueillement. Et je me revois encore montant cette allée bordée de cyprès qui conduit à la tombe de mon père, mort pour la France. En ce 1er novembre 1954, fidèle à la tradition, je suis au cimetière de Saint-Eugène. C'est en revenant de ce rendez-vous du souvenir que j'apprends la série d'attentats qui vient d'endeuiller mon pays. Ils furent exécutés à dessein en ce jour de grande fête chrétienne pour frapper les imaginations, mais aussi pour leur donner un caractère de guerre sainte. Le responsable de ces premiers odieux massacres était le Club des Neufs. Il était composé de Boudiaf, Ben Bella, Haït Ahmed, Khider, Larbi Ben Midi,
Mostefa Ben Boulaïd, Bitaraba, Didouche, Krim Belkacem. Je dois dire que j'ai mis quelque temps à en réaliser l'importance. Le fait que ces attentats se soient produits presque à la même heure en différents endroits du territoire prouve qu'il y avait action concertée. Très vite, j'ai décidé de ne pas rester inactif, d'autant que la passivité du gouvernement ne pouvait qu'inquiéter. Le fait que M. Vaujour, directeur de la sécurité générale, était au courant que des caches d'armes se créaient en Algérie depuis le mois de mai et que rien n'a été fait, ne pouvait qu'inciter au plus grand pessimisme. Vraiment, à l'époque, rien ne me prédestinait à jouer le rôle que je vais être amené à avoir dans la défense de mon pays. C'est certainement l'amour que je porte, comme la plupart de mes compatriotes du reste, à ce pays qui est le mien. Et aussi le fait que, par tous les moyens, je voulais continuer à vivre dans ce pays, car je dénie à tout Algérien de confession musulmane d'être plus algérien que je le suis. Mais l'épisode le plus sanglant se situe à Ain Abid, à une quarantaine de kilomètres de Constantine, où le petit village est attaqué par une horde en furie. Et c'est le massacre d'une famille qui a perdu une dizaine de ses membres. Je m'en souviens très bien car j'ai été sur les lieux quelques heures seulement après la tuerie. C'est la famille Mello. On a tué les femmes, on a massacré à coups de hache le grand-père et on a découpé au coutelas sur le rebord d'une baignoire un bébé de 4 jours, Marie-Bernadette Mello, dont la dépouille était encore là quand les journalistes sont arrivés le lendemain, couverte par un linge. Et je me souviens de cette vision de cauchemar. C'est un des souvenirs de reportage qui m'a le plus marqué, de ces restes sanglants sous un soleil extraordinairement brûlant, dans une atmosphère de folie. Il y a eu bien sûr des représailles, il faut le dire. Il y a eu des représailles très dures, aussi bien à Ain Abid qu'à Philippeville, qu'à El Alia. Et je crois que pour la première fois, le FLN a déclenché là un acte de guerre révolutionnaire, en s'attaquant avec sauvagerie à la population française et en déclenchant des représailles qui étaient inévitables. C'était en novembre 1954. Et alors j'ai reçu ce jour-là un pneumatique, une lettre et un télégramme de mon maître, d'un de mes maîtres, qui était le professeur Louis Massignon, qui me demande de venir le voir d'urgence parce qu'on allait, paraît-il, bombarder Lorès au napalm. Il me dit, c'est vous qui êtes la spécialiste de Lorès, nous devons aller protester contre cela. Alors nous allons ensemble chez un certain ministre de l'Intérieur qui s'appelait François Mitterrand. Bon, pour diverses raisons, il avait des raisons de ménager le professeur Massignon, et on me donne une mission de 3 mois pour aller dans l'Aurès. Je vais dans l'Aurès que je n'avais pas vu depuis 14 ans. J'avais besoin de gens qui connaissent déjà le pays. Alors j'avais besoin d'un ou d'une ethnologue. J'ai fait appel à Germaine Tillon, qui est d'ailleurs ma collègue encore, non, elle vient de prendre sa retraite, mais enfin qui était jusqu'à peu de temps ma collègue à l'école des hautes études. Et puis, on m'a recommandé Vincent Monteil, qui est en effet un arabisant distingué, et qui avait écrit un livre que je connaissais sur un sujet très technique qui était le vocabulaire et la technologie du chameau chez les Arabes, chez les Bédouins, n'est-ce pas? Bon, il connaissait très bien l'arabe. Au début, ça a bien marché, et je dois dire, je suis reconnaissant à Germaine Tillon de ce que c'est elle qui m'a aidé à concevoir les centres sociaux et les sections administratives spéciales, les fameuses SAS, qui ont joué un rôle extrêmement utile. Quant à Vincent Monteil, au début, il s'est comporté correctement dans les limites que je lui avais fixées, et puis il y a eu un
Un dérapage qui a eu pour résultat le fait que je l'ai expulsé de mon cabinet, et c'est ainsi que les choses se sont passées. Je passe à Alger, et là, il y avait Soustelle, que j'avais pas revu depuis 1934. Quand moi j'étais parti en mission, lui il partait au Mexique. Car avant d'être gouverneur général de l'Algérie, c'était un ethnologue. C'était un ethnologue. Nous étions donc connus directement, si vous voulez, pendant qu'il était à l'Institut d'ethnologie, brillant ethnologue, lui était parti au Mexique quand moi je partais ici, je veux dire en Algérie. Entre-temps, il avait su que j'étais dans la résistance. Moi, j'avais su qu'il était à Londres. Par conséquent, on parti pris tout à fait sympathique de part et d'autre. Gaullistes tous les deux. Tout à fait, sans nuance. Et vive la France tous les deux. Bien. Alors, il me demande de rester à son cabinet pour... Justement, je lui communique tout ce que j'avais observé sur la dégringolade du niveau de vie, et il me demande de rester à son cabinet pour étudier un moyen, justement, de sortir l'Algérie du sous-développement. Très sympathique. Et il me propose de faire un truc dans le genre de ce qui se passait au Mexique, c'est-à-dire une émission itinérante. Alors, j'étudie les dossiers. Quand je reviens avec le dossier, je lui dis, vous savez, avec votre machin du Mexique, et c'est tout ce qu'il faut pour que dans 3 ou 4 siècles, ça soit 10 fois pire que maintenant. Zéro. Il faut des trucs beaucoup plus actifs pour sortir l'Algérie du sous-développement dans lequel elle est actuellement. Et alors il me dit, ben, allez-y, marchez. Alors j'étudie une formule qui s'appelle les centres sociaux, et cette même année 55, il y avait déjà, je ne sais pas combien, 3 ou 4 centres sociaux qui ont fonctionné. Mon procédé étant le suivant, j'avais voulu tout rattacher à l'éducation nationale. Parce que je savais que l'éducation nationale, c'était les Algériens de cette époque-là, et maintenant, ils ont confiance dans 2 choses en France, dans les médecins et dans l'éducation nationale. Alors je rattache donc mon truc à l'éducation nationale. Mais il fallait qu'il y ait aussi simultanément une action médicale, une action de recherche d'emploi et une action d'enseignement pour les adultes. Et il fallait, à mon avis, que l'enseignement en question permette aux enfants d'accéder aux grandes études, de façon à ce que l'Algérie puisse fournir ses propres cadres. Alors, mes centres sociaux, je recrute moi-même ce qu'il y avait de mieux en Algérie, parmi les Algériens de souche et parmi les Français qu'on appelle les pieds noirs. Et il y en avait beaucoup parmi les pieds noirs, croyez-moi. Bon, les centres sociaux ont tout de suite eu une énorme audience dans la population parce que c'était ça qu'ils attendaient. J'ai tout de suite, ou très peu de temps après mon arrivée, mesuré l'horreur de la procédé employé par la rébellion à propos de l'affaire de El Alia en août 1956. Cette affreuse histoire où les ouvriers musulmans des mines à côté de Philippeville ont assassiné les ouvriers français, enfin, de souche française qui travaillaient avec eux depuis des années, ont assassiné leurs femmes, leurs enfants dans des conditions épouvantablement atroces. Et le spectacle évidemment des cadavres mutilés a frappé terriblement l'esprit, l'imagination des parachutistes qui sont arrivés sur les lieux, évidemment trop tard. Et je dois dire que c'est une image qui est restée longtemps dans l'esprit des gens, très longtemps. Je crois qu'il y a des moments où l'intégration n'est pas la loi de la raison et qu'il faut mieux s'entendre. Une des plus belles phrases que je connaisse, c'est une phrase de Jacques Maritain, « Distinguer pour unir ». On n'unit pas ce qui est uniforme, on unit ce qui est différent. Nous avons raté ce rendez-vous. Je crois qu'il faut comprendre que la France a manqué pour sa jeunesse et pour elle-même une chance historique. Je n'ai eu cette impression de dimension et d'éblouissement que tout à fait récemment, il y a 3 ans, je connaissais les États-Unis, je ne connaissais pas la Californie. Quand j'ai débarqué en Californie, j'ai eu le même choc
que quand j'ai débarqué en Algérie. Réellement, c'est autre chose, c'est quelque chose qui stimule le cœur et l'âme des hommes, et c'est un genre d'appel, et les jeunes ne sont jamais insensibles aux appels. En France, c'est pas péjoratif, c'est pas une critique que je fais à mes compatriotes, mais ça tient au pays, ça tient à l'ancienneté de ce cher et vieux pays, comme disait l'autre. Hein. C'est vrai d'ailleurs, mais on fait des petites autos, une petite maison, on fait des petites rues, on fait... Ça manque. Un manque d'envergure. En Algérie, c'était pas ça. En Algérie, il n'y avait personne, il n'y avait rien, il y avait 4 maisons, on faisait une rue, la rue était à 6 voies. Tout de suite, on faisait un cinéma par exemple, c'était un cinéma de 1000 places. On construisait un stade alors qu'il y avait 400 pèlerins pour regarder un match, il y avait tout de suite 15 000 places, tranquille. Je sais pas, les gens avaient une habitude de voir grand. Puis c'était possible, il y avait l'espace, il y avait tout était possible, tout était à faire. Et je pense que ça aurait été, l'Algérie dans la France aurait été une merveilleuse dot de ce pays à l'Europe. Et avec tout ce qu'il y avait derrière, avec l'aventure pétrolière, avec tout ce qu'il y avait, c'était fantastique, et pas seulement pour des Français. Ça aurait été fantastique pour des jeunes Italiens, Danois, Allemands, Belges, peu importe. L'Europe avait là, disons, je dis pas un territoire de peuplement, mais un terrain de jeu, un terrain d'aventure fantastique. Et malheureusement, en Europe, c'est plus possible. Enfin, je veux dire... Et ça, c'était, disons... Quand je me suis mêlé du combat, c'était plus pour défendre cette idée-là que pour défendre, au sensu stricto, l'Algérie française. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Nostalgie, c'est l'amour d'un passé, c'est l'amour d'une vie, d'une page tournée. Nostalgie, c'est la page jaunie, le soleil dans la nuit et l'amour stratifié. Le soleil dans la nuit, c'est l'amour